Burkina Faso, le parti d'opposition du Front patriotique pour le renouveau a été suspendu de toute activité pendant 3 mois. Il lui est reproché d'avoir demandé la démission du président Kaboré et du gouvernement. En Tunisie, Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahda, arrivé en tête des législatives, a été élu président du Parlement. Il a pu accéder à la tête de cette institution avec l'appui du parti de Nabil Karoui. Et puis, un tribunal d'Alger a acquitté 5 manifestants accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire pour avoir porté un drapeau berbère. Une trentaine d'autres ont été condamnés à la prison ferme la veille pour les mêmes motifs. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Burkina Faso, le parti d'opposition du Front patriotique pour le renouveau FPR a été suspendu de toute activité pendant 3 mois. Dans un arrêté ministériel publié mercredi, il lui est reproché d'avoir demandé la démission sans délai du président Roch Marc Christian Kaboré et du gouvernement. Les détails. Le Front patriotique pour le renouveau FPR d'Aristide Ouedraogo a été suspendu de toute activité pendant 3 mois pour avoir demandé la démission sans délai du président Roch Marc Christian Kaboré et de son gouvernement. Le parti ne pourra notamment pas, pendant cette période, organiser de réunions publiques. D'après un arrêté ministériel rendu public mercredi par le ministre burkinabé de l'administration territoriale, les propos tenus par le président du parti Aristide Ouedraogo lors des déclarations publiques des 3 et 11 novembre dernier portent atteinte à la loi sur les partis politiques. L'arrêté a cité plusieurs articles qui prévoient notamment que les partis doivent, dans leur programme et dans leurs activités, proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation et le recours à la violence sous toutes ses formes. Dans une déclaration publiée le 3 novembre dernier et dépeignant une situation nationale devenue exécrable sur les plans économiques, social et sécuritaire, avec le terrorisme qui avance à grands pas, le FPR avait demandé la démission sans délai du gouvernement actuel du Burkina Faso. Le 11 novembre, lors d'une sortie publique, Aristide Ouedraogo avait réitéré cet appel à la démission, y compris celle du président Roch Marc Christian Kaboré. Le Bénin dispose désormais d'un nouveau code électoral, un test adopté ce jeudi à l'unanimité des 83 députés au Parlement. Les nouvelles réformes introduites concernent l'organisation à l'avenir d'élections générales regroupant tous les scrutins, l'institution de mesures de discrimination positive au profit d'une meilleure représentation des femmes au Parlement, la création d'un poste de vice-président, la mise en place de nouvelles listes électorales et la réforme de la commission électorale à partir de 2021. L'opposition béninoise n'a pas encore réagi publiquement au vote de la nouvelle loi, mais un militant du parti USL de l'opposant en exil, Sébastien Javon, a estimé que le nouveau code n'est en rien une avancée. En Tunisie, Rached Ghannouchi, chef historique du parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives, a été élu président du Parlement. Il a pu accéder à la tête de cette institution avec l'appui du parti de l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Reportage. Il s'agit de la première fonction dans les hautes sphères de l'État de cet ancien opposant islamiste qui avait brigué son premier mandat lors des législatives du 6 octobre. Ghannouchi, 78 ans, a été élu à la présidence de l'Assemblée dès le premier tour à la majorité absolue avec 123 voix sur les 217 après un accord avec le parti libéral Kald Tounes de Nabil Karoui selon plusieurs sources. Je vous informe que M. Rached Ghannouchi est le président de l'Assemblée des représentants du peuple et je le félicite. L'Assemblée des représentants du peuple est le centre du pouvoir en Tunisie, puisque notre régime est à la base parlementaire. C'est pour cela que nous avons concentré nos efforts sur cette institution. La vice-présidence de l'Assemblée nationale a d'ailleurs échu à une députée de Kald Tounes, Samira Kawashi, élue également au premier tour avec 109 voix.
Cette élection intervient au moment où Ennahda se prépare à annoncer d'ici vendredi le nom de la personnalité choisie pour former un exécutif. Nous allons nous diriger dans quelques temps vers le bureau exécutif de notre parti Ennahda pour discuter au sujet du gouvernement et de la représentation de la candidature pour la présidence du gouvernement qui aura lieu ce vendredi au plus tard. C'est possible que le chef du gouvernement soit issu du premier rang d'Ennahda ou du 10e rang d'Ennahda ou des amis d'Ennahda, mais il ne va pas être en dehors de ce cercle. Avec seulement un quart des sièges dans un parlement morcelé, Ennahda doit faire d'importantes concessions pour arriver à ses fins. À eux deux, Kald Tounes, qui comprend de nombreux anciens de Nida Tounes, Ennahda ne rassemble que 90 sièges sur les 217, loin de la majorité absolue requise pour valider un gouvernement. Ennahda, qui a essuyé le refus de plusieurs formations clés invitées, à rejoindre une coalition gouvernementale sous sa houlette, poursuit ses négociations. Le Parlement devra s'atteler très rapidement au vote du budget. Restons en Tunisie où quelques dizaines de femmes ont manifesté mercredi en marge de la première session du nouveau Parlement pour protester contre la présence d'un député accusé, image à l'appui, de harcèlement sexuel. Cette affaire a déclenché un déferlement inédit de témoignages sur les réseaux sociaux. Des précisions à travers cet élément. Le harceleur ne légifère pas, ont scandé les manifestants devant le palais de Bardo à Tunis, où les 217 nouveaux députés élus lors des législatives du 6 octobre s'apprêtaient à prêter serment, ce qui leur confère une immunité parlementaire pour les 5 années à venir. Parmi eux, le député Zouer Mahlouf, que les images prises le 11 octobre ont montré, semble-t-il en train de se masturber devant un lycée. Nous sommes aujourd'hui devant le Parlement pour revendiquer une meilleure application de la loi 58. Donc, pour protéger les femmes contre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles, parce que nous sommes tout le temps victimes de ça. Mahlouf, fraîchement élu à Nabeul, dans l'est du pays, sous l'étiquette du parti Kalb Tounes de l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui, a été déféré le 14 octobre devant le parquet de cette ville côtière à 60 km de Tunis. Visé par une enquête pour harcèlement sexuel et outrage à la pudeur, il a assuré qu'il était simplement en train d'uriner en raison d'un diabète. Il est ressorti libre et siégé à l'ouverture de la mandature 2019-2024, manifestement à l'écart des autres députés. Aujourd'hui, le nouveau Parlement va siéger et dans ce Parlement, il y a un élu, celui-là, M. Mahlouf, qui a été pris en flagrant délit, qui est un harceleur. Il a harcelé une jeune fille, une élève, et cette personne-là ne doit pas rester aujourd'hui dans notre Parlement démocrate. Alors que pour nous, la Constitution est bien claire, le député qui a un procès en cours ne doit pas acquérir l'immunité en aucun cas. L'article 68 de la Constitution tunisienne prévoit qu'aucun député ne peut être poursuivi, arrêté ni jugé en raison d'opinions ou d'actes accomplis en rapport avec ses fonctions parlementaires, une immunité ne couvrant pas en théorie les crimes sexuels ou commis en dehors de ses fonctions. En Algérie, un tribunal de la capitale Alger a acquitté 5 manifestants accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire pour avoir porté un drapeau berbère, ceci au lendemain de la condamnation d'une trentaine d'autres à une peine de prison ferme par un autre tribunal pour les mêmes motifs. Voici les images. Le procès des 5 accusés s'était déroulé le 23 octobre devant le tribunal du quartier algérois de Bab el Oued. Le parquet avait requis 18 mois de prison et le verdict, prévu le 30 octobre, avait été reporté en raison d'une grève des magistrats. Nous sommes ici pour soutenir tous les détenus d'opinion. Nous sommes heureux que 5 des détenus d'opinion incarcérés depuis le 21 juin 2019 aient été acquittés d'un crime sans condition légale. Ils ont été emprisonnés arbitrairement. À chaque procès, les avocats rappellent qu'aucune loi n'interdit le port ou la possession du drapeau culturel berbère. Les 5 acquittés en détention préventive depuis leur arrestation le 21 juin faisaient partie des premiers manifestants jugés à Alger au lendemain d'un premier groupe de 6 condamnés mardi à 6 mois ferme par le tribunal de Sidi Mohamed. C'est comme si on a demandé un visa. Venir ici, c'est comme si on a demandé un visa pour entrer dans la région parce que les tribunaux
tribunaux Sidi Ahmed et Hammamet ne fonctionnent pas de la même manière. Alors c'est donc la première partie et on a gagné. Ils ont été libérés. La deuxième partie, il n'y aura pas d'élection. La deuxième partie, il n'y aura pas d'élection. Si Dieu le veut, nous sommes unis et nous le resterons car en brandissant le drapeau amazigh, nous n'avons pas appelé à la discrimination. Nous les Amazighs, les Arabes et toutes les autres races sommes venus dans un seul but, améliorer les conditions du pays et rien d'autre. Nous n'avons jamais appelé à la division. Nous sommes tous frères. Vive l'Algérie! Ils avaient été arrêtés 2 jours après l'interdiction prononcée par le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, d'utiliser tout autre drapeau que l'emblème national dans les manifestations hebdomadaires contre le pouvoir. Une décision visant implicitement le drapeau berbère, très présent dans les cortèges au premier mois du mouvement de contestation populaire inédit du régime né le 22 février. En bref, en Guinée, des heurts ont éclaté ce jeudi à Conakry lors d'une manifestation de masse contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Un mois après le début d'une contestation qui a déjà fait une quinzaine de morts, ces échauffourées se sont produites quand les manifestants, au bout d'environ 1 heure de marche, ont tenté de dévier de l'itinéraire fixé par les autorités. Il faut dire que les forces de sécurité déployées en nombre le long du parcours les ont repoussés à l'aide de moyens anti-émeutes et ont fait usage de gaz lacrymogène provoquant la débandade du cortège. Des accrochages ont ensuite mis aux prises manifestants, gendarmes et policiers. Restons en Guinée-Conakry où les voyants sont au rouge à l'approche de l'élection présidentielle de 2020. C'est ce qu'a indiqué Amnesty International dans un rapport qu'elle a rendu public. L'organisation qui estime que les violations des droits humains se sont multipliées ces dernières années demande au gouvernement du président Alpha Condé de mettre fin au règne de la peur et de la répression. Les images. Manifestants tués par dizaines, opposition réprimée, impunité policière. Les violations des droits humains se sont multipliées ces dernières années en Guinée et menacent de s'aggraver avec la prochaine présidentielle. C'est du moins ce qu'a indiqué Amnesty International dans un rapport qu'elle a rendu public. Oui, tout à fait. Nous avons recensé entre janvier 2015 et octobre 2019 plus de 70 personnes, au moins 70 personnes qui sont décédées dans le contexte des manifestations. D'après les témoignages que nous avons reçus, mais aussi les balles que nous avons retrouvées sur place, eh bien, les forces de sécurité sont impliquées dans au moins 59 de ces décès. C'est un nombre extrêmement important, même s'il faut reconnaître que les manifestations en Guinée peuvent parfois donner lieu à des actes de violence. À l'occasion de la publication du dit rapport intitulé « Guinée, les voyants au rouge » à l'approche de l'élection présidentielle de 2020, Amnesty International a demandé au gouvernement du président Alpha Condé de mettre fin au règne de la peur et de la répression en modifiant les lois sur l'usage de la force et en cessant de recourir à l'armée lors des manifestations. Nous, ce que nous demandons aux autorités, c'est d'abord de permettre que ce droit à la liberté de manifester s'exerce et donc que les autorités cessent de systématiquement interdire les manifestations. Et c'est d'autant plus important que les autorités elles-mêmes reconnaissent, à travers les rencontres que nous avons eues avec elles ces derniers jours, que lorsque les manifestations sont autorisées, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de débordement. Les violations des droits humains. Si on veut mettre un terme à l'impunité, il faut qu'il y ait des enquêtes indépendantes, impartiales et solides qui permettent d'établir les responsables de ces violations et de les traduire en justice dans le cadre d'un procès équitable. Les autorités ont beau jeu de renvoyer la balle à l'opposition en disant que ce sont eux qui sont responsables des tueries lors des manifestations. Eh bien, s'ils ont des éléments de preuve, il faut qu'il y ait des enquêtes qui montrent ces éléments de preuve et que les personnes soient tenues responsables devant les tribunaux. Si l'ONG note qu'après des décennies de régime autoritaire et militaire, le gouvernement d'Alpha Condé a enregistré des progrès comme l'abolition de la peine de mort en 2017, l'incrimination de la torture en 2016 ou l'adoption d'une loi sur le maintien de l'ordre en 2015. Elle dénonce cependant l'usage excessif de la force, les interdictions de manifestations pacifiques, les arrestations massives et arbitraires, notamment de dizaines de journalistes et de défenseurs des droits humains. Depuis janvier 2015, 70 manifestants ou passants, dont un enfant de 7 ans atteint par une balle perdue, ont été tués lors de rassemblements. Des témoignages et des munitions employées désignent les policiers ou les gendarmes selon l'ONG qui indique que 3 membres des forces de l'ordre ont également trouvé la mort. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.